Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Bonjour, nous sommes chez vous, dans vos salons, dans vos bureaux ou tout autre endroit où vous vous trouviez sur l'une ou l'autre de nos plateformes d'information parce qu'il nous est apparu utile de vous donner les clés de compréhension de l'actualité nationale sous le prisme du secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Moubedji. Au menu de cet entretien, la réhabilitation de la pelouse du stade de l'Amitié de Kourounou, les mesures d'accompagnement au profit des sinistrés de la rue 12 589, la normalisation des relations entre le Niger et le Bénin, la rentrée scolaire et universitaire, la promotion des jeunes tous azimuts, le rapprochement Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain. Et enfin, nous solliciterons l'avis de notre hôte, le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, sur l'interpellation de notre concitoyen des urgences panafricanistes Kémy Séba en France. Cet entretien, je le conduirai avec mon confrère du service public, Osias Sounouvou. Osias, bonjour. Bonjour, Toye Huibo. Cette fois-ci, vous avez tombé le fameux nœud. C'est toujours un plaisir renouvelé de co-officier avec cette émission face au porte-parole pour nos deux espaces télévisuels. Merci. Monsieur le porte-parole du gouvernement, bonjour et merci d'avoir accepté de venir expliquer l'actualité sur nos deux plateaux. Bonjour Monsieur Wimbo, c'est un plaisir et je vous remercie, vous et votre confrère de la télévision nationale, pour l'invitation et pour l'honneur. Alors, le dernier Conseil des ministres a autorisé la contractualisation pour la réhabilitation à nouveau du stade de l'Amitié de Kourounou. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ou bien nous expliquer que cette énième réhabilitation sera conforme aux standards de la FIFA? Nous y arriverons à coup sûr. La première l'était. Et ça n'est pas la énième réhabilitation, mais la première, celle conduite par nos partenaires chinois l'était. À telle enseigne que quand les travaux de réhabilitation avaient été achevés, nous avons, souvenez-vous, abrité plusieurs rencontres internationales ici. D'autres pays qui n'étaient pas à jour venaient même jouer chez nous leur match à domicile, comme nous le faisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il s'est passé que entre le moment où ces travaux ont été achevés et le moment de leur dégradation, de la révélation de leurs insuffisances pertinentes, il ne s'est pas écoulé un très grand temps. Et c'est ça qui nous préoccupe, c'est ça qui fait que nous avons, depuis lors, engagé des expertises avec des cabinets de réputation internationale qui sont venus plusieurs fois expertiser, inventorier l'existant pour voir quels devaient être les points d'attention autour desquels les travaux de réhabilitation devront se conduire cette fois-ci. Cela a pris un peu de temps parce qu'il fallait challenger, être sûr que le diagnostic est bien posé et le gouvernement a fini par stabiliser le cahier des charges autour des axes de réhabilitation qu'il faut envisager au niveau de ce stade, principalement les points de faiblesse relevés par l'instance continentale de football, mais aussi tout ce qui aurait pu nous apparaître à nous-mêmes à travers les experts qui ont été commis pour faire l'objet de cette attention. Et c'est ça qui a débouché sur la décision d'autoriser la contractualisation avec un groupe réputé qui a fait ses preuves ailleurs et qui est sur le terrain pour que les travaux de réhabilitation soient conduits de main de maître et cette fois-ci avec l'assurance que une fois la réhabilitation achevée, nous aurons le temps de profiter le plus longtemps possible de ce qui aura été fait avant éventuellement de devoir un jour rafraîchir encore. Et je vais dire que à ce propos,
l'une des garanties que nous avons, c'est que le groupe qui conduit ces travaux veillera à l'entretien de l'infrastructure pendant 1 an. Ils veilleront à l'entretien. Et puis pendant ce temps, le ministère des Sports aura pris le temps lui-même de mettre en place maintenant un modèle de suivi régulier de cette infrastructure et des dépendances pour que plus jamais il ne soit dit que notre principal stade au jour d'aujourd'hui soit déclassé par les instances continentales ou mondiales de football. Il n'y a pas eu assez de communication, ou peut-être pas du tout, sur les motifs du déclassement, en tout cas les raisons de la dégradation. Qu'est-ce que les diagnostics ont révélé? C'était lié à l'expertise humaine ou c'était des malfaçons techniques? Non, la Confédération africaine de football a mis un nom sur les points de faiblesse identifiés. Et le principal, c'était la qualité de la pelouse. Il ne vous aura pas échappé que l'adhésion du Conseil des ministres, dans le détail, indique bien, en premier point, la reprise de la pelouse avec du gazon naturel. Donc, c'était le principal point. Et après, il y a quelques aspects accessoires, le terrain d'entraînement, par exemple. Donc, tous ces points sont connus. C'est pas forcément des différences humaines, c'était la qualité, je ne veux pas dire la qualité, mais la durabilité de la réhabilitation intervenue entre-temps, elle n'aura pas été durable. Et donc là, on est parti sur quelque chose qui va nous permettre, nous avons bon espoir, d'avoir un stade dans quelques mois qui soit à nouveau opérationnel, permettre à notre équipe de jouer ses matchs à domicile, afin que nous ayons le bonheur d'aller au stade et qu'ils aient notre chaleur avec tout le soutien qu'il faut. Au moment où on en parle d'ailleurs, j'aurais été tellement heureux si, sur Abidjan dernièrement, nous avions, non pas sur Abidjan, sur Kigali, si nous avions engrangé 3 points. Je parle d'Abidjan parce que Abidjan nous réussit apparemment très bien, à telle enseigne que j'entends certains de nos concitoyens dire il faut dorénavant que nous jouions tous nos matchs à domicile sur Abidjan pour être sûr d'engranger que des victoires. C'est vrai que c'est flatteur, mais on ne sera jamais bien véritablement que chez soi. Même si les autorités ivoiriennes, les instances ivoiriennes de football mettent toutes les commodités à notre disposition pour que notre équipe soit dans les meilleures conditions, nous avons le devoir nous-mêmes de faire autant, sinon plus pour ces équipes-là. Donc, Abidjan passera et nous reviendrons ici. Parce qu'on parle de football, je dis que j'aurais été tellement heureux si Kigali s'était très bien passé mardi dernier et que nous avions engrangé 3 points parce que le cas échéant, la probabilité pour que nous soyons à la prochaine CAN serait quasiment de 1. Pour ne pas dire que dans tous les cas, elle serait beaucoup plus proche de 1 qu'elle n'en serait éloignée. Malheureusement, nous avons eu une contre-performance qui fait que pour la suite des événements, nous ne sommes plus tout à fait maîtres de notre destin parce qu'il nous faudra faire des combinaisons, compter sur nos propres performances, mais aussi sur la méforme des autres pour espérer à nouveau être à la CAN. Mais j'espère que tout ça mis ensemble, à l'arrivée, nous aurons le résultat attendu. Alors, c'est donc clair sur la question de la reprise de la pelouse qu'il s'agit d'une défaillance qu'on peut corriger. Mais dans l'opinion, on pense que la pelouse a beaucoup coûté pour le contribuable béninois. Et quand on sait que le gouvernement de la rupture ne badine pas avec les défaillances financières, on a pensé que sur cette question, le gouvernement béninois a voulu être pas complaisant, mais indulgent. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui... Vous connaissez l'histoire du Stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou, c'est le fruit de la coopération bénino-chinoise. Et c'est dans le cadre de cette coopération que la dernière réhabilitation a été effectuée. Et j'aime à vous rappeler que quand elle a été effectuée et que le point a été fait, le rendu était conforme à l'attendu. C'est pour ça que le stade a été à nouveau habilité par les instances continentales et mondiales pour accueillir les compétitions. Après, j'interroge aujourd'hui la durabilité de la qualité du rendu que nous avions. Et vraisemblablement, c'est ça qui n'aura pas été au rendez-vous. Donc, oui, ça a coûté dans le cadre de cette coopération.
Aujourd'hui, ce que nous engageons, il faut le dire, ce sont les ressources propres du budget. Dans le dernier Conseil des ministres, il a été décidé aussi de compenser des habitants d'une rue de Fidjrosset sur le front de mer qui ont été touchés par des travaux d'intérêt public, notamment la rue 589, c'est bien cela. Est-ce que cette fois-ci, toutes les dispositions ont été prises pour que justement les compensations soient à la hauteur des dommages subis par ceux qui occupaient les abords? Les compensations, dans le cas d'espèces, il s'agit essentiellement de bâtiments, donc de maisons, d'habitation, et puis de clôtures. À dit d'experts, cela s'évalue. Donc, il n'y a pas de raison que les parties ne soient satisfaites de ce qui serait fait. Parce que quand c'est l'expert qui a évalué votre maison, vous avez une maison R+2. Je vais vous donner des exemples. Dans le lot, vous avez 2 maisons de type R+2. Il y en a une qui fait 86 millions à peu près, et il y en a une autre qui fait 105 millions. Pourtant, c'est 2 maisons de même type. Ça veut dire que l'expertise est passée par là, pour voir quelles sont les composantes, quels sont les instruments, les matériaux qui ont été utilisés, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée, je crois que ce qui a été fait conviendra à chacune des personnes concernées. Les clôtures qui ont pu être dégagées, en fonction du linéaire qu'elles occupent, ont été évaluées, et puis les personnes concernées auront ce à quoi elles ont droit dans le cadre de ce dédommagement. Aux États-Unis, finalement, le gouvernement n'aime pas que le Bénin, il aime aussi les Béninois. On espère qu'il n'y a pas eu de réaction, de frustration à l'annonce de la mesure gouvernementale. Vous n'en avez pas eu écho? Non. Et à mon avis, les compatriotes ou les propriétaires qui sont installés dans cette localité devraient plutôt être satisfaits de la mesure. Regardez l'économie du dossier. On a une rue de 15, mais qui, sur une bonne portion, plus de 200 mètres, a été obstruée pour devenir une rue de 5. Bien, ce n'est certainement pas à la faute des personnes qui se sont installées. Vous pouvez interroger la façon dont les opérations de recasement, de lotissement se faisaient et qui auront conduit à ce que ces personnes se retrouvent là. C'est pour ça qu'on a tenu compte de la réalité. Parce qu'en plus, cette rue a été impactée par le programme d'asphaltage qui va passer par là. Et si on n'en profite pas pour remettre de l'ordre, on va faire un travail, mais sans atteindre les objectifs recherchés parce que on aura occulté une partie de la rue et elle ne sera pas vraiment praticable. Ça aurait été un gâchis. Donc, le gouvernement a pris la responsabilité de mettre ce qu'il faut pour que, une fois les travaux réalisés, la rue puisse servir effectivement tous les riverains, mais aussi tous les usagers qui pourraient passer par là. Alors, M. Wilfried Ndoumbedji, le gouvernement a procédé à un redéploiement d'une vague d'AME, d'aspirants au métier de l'enseignement, surtout dans le primaire. Est-ce que tous les enfants béninois actuellement ont repris les classes? À l'heure où je vous parle, le point qui a été fait de la reprise de l'année scolaire ne nous indique pas qu'il y ait un seul village, une seule école où la rentrée scolaire, la rentrée académique n'ait pas été effectuée. C'est rassurant. Il y a quelques années, au moment de la rentrée, il y avait de fortes inondations. Je pense que c'est à ça que vous pensez parce qu'il pleut un peu ces temps-ci. Et nous avions dû décaler pour certains de nos enfants la rentrée en prenant les dispositions pour qu'une fois qu'ils ont pu, on rattrape le programme déroulé. Cette année, partout sur le territoire national, les classes ont rouvert. Les enfants ont repris le chemin des écoles et nous n'avons pas de signalement, à l'heure où je vous parle, de villages, de communes où il n'y aurait pas eu rentrée de classe. À Karimama, tout est revenu, tout est dans l'ordre. Karimama fait partie du Bénin. Vous évoquez Karimama parce que vous savez que c'est une commune qui est parfois sujette aux tentatives d'incursion djihadistes que nous avons, de malfaiteurs venant généralement de l'autre côté de la frontière. Mais Karimama fait partie du Bénin et le Bénin aujourd'hui tient l'entièreté de son territoire national. Nous veillons à ce que partout, la présence des forces de défense et de sécurité soit de nature à dissuader l'ennemi et à rassurer nos compatriotes. Et c'est tout cela mis ensemble qui fait que, au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, nous n'avons pas de cellules actives
d'acteurs terroristes chez nous et nos enfants vont à l'école, les activités se déroulent normalement partout sur le territoire national. On imagine que c'est le même état d'esprit à Kéroux, à Malanville aussi, qui Exactement. sont des zones menacées par le terrorisme. En revanche, je voudrais insister sur les zones menacées par l'inondation. Quelles sont les mesures d'anticipation dans certaines zones? C'est la communauté qui, avec les partenaires du Bénin, essayent de mettre à la disposition des enseignants et aussi des usagers, des enfants, des barques motorisées. Est-ce que le gouvernement est dans cet état d'esprit aussi? Bien sûr que le gouvernement est dans cet état d'esprit et fait même mieux. Vous savez que nous avons aujourd'hui une agence de protection civile. Et cette agence est dotée de moyens qui lui permettent d'agir en cas de besoin. Il y a même un fonds dédié dont la ligne se trouve au ministère des Finances et les différents ministères concernés savent se concerter lorsque des alertes sont lancées. Mais par ailleurs, nous avons acquis des dizaines de barques au profit de ces communes et nous en avons commandé d'autres. Par rapport à l'existant de mémoire, je peux vous dire qu'en 2016, il n'y en avait que 8, en tout cas moins d'une dizaine. Depuis lors, nous avons acquis une trentaine et nous avons une nouvelle commande pour que, à terme, toutes les communes à risque potentiel d'inondation soient dotées de ces barques afin que, en cas de survenue de désastre, les barques soient déjà sur place et que ce ne soit pas en ce moment qu'il faille courir pour aller les chercher. Donc nous avons anticipé, nous connaissons cette préoccupation et l'intérêt du gouvernement pour ces communes est le même que pour toutes les autres de notre pays. Est-ce que ces écoles flottantes disposent aussi de cantines scolaires? Justement, parlons-en. Le programme de cantine scolaire ambitionne de couvrir 100% des écoles publiques, écoles primaires publiques, notamment en zone rurale. Aujourd'hui, nous sommes autour de 80% déjà. Et donc, à terme, toutes les écoles qui sont concernées par le programme pour être prises en charge le seront. On l'espère, on croise les doigts. On reste toujours au niveau de l'éducation nationale. Pour parler cette fois-ci de l'Université nationale du Bénin, le gouvernement a fait l'option de, le mot peut-être, pas de chasser, le gouvernement a fait l'option de demander aux universitaires qui ont atteint l'âge d'aller à la retraite d'aller effectivement faire valoir le droit à la retraite et de libérer les espaces pour autre chose, alors qu'on sait que ces retraités souvent sont considérés comme des bibliothèques ambulantes de savoir. Est-ce que cette option est la meilleure? Ben, je suis sûr que les enseignants dont vous parlez, aucun d'eux n'a eu à se plaindre d'être appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Aucun d'eux. Parce que s'il a fait une carrière normale, de 30 ans ou plus, il atteint l'âge d'admission à la retraite, l'administration lui signale, et lui-même il le sait, et il s'y est préparé à coup sûr. Donc aucun d'eux n'a pu être surpris de cette annonce et n'a pu se plaindre, par conséquent, du fait qu'on lui demande d'aller faire valoir ses droits à la retraite. Maintenant, oui, ce sont des bibliothèques, j'en conviens, à mains égards. Et en tant que tel, que ce soit pour servir demain comme experts dans le public ou pour aller mettre leurs compétences au service d'universités privées ou ailleurs, personne ne les empêcherait de le faire. Si l'État lui-même a besoin d'eux, les mécanismes administratifs existent. M. Ouimbo, vous me l'enseignerez. On pourrait leur faire des contrats parce qu'on aurait besoin d'eux, mais nous sommes dans une dynamique où toutes les compétences qui peuvent être utiles, qu'elles soient des seniors ou qu'elles soient des juniors, elles seront mises à contribution. Je présume que le gouvernement s'est assuré qu'il y a assez de présence d'enseignants justement pour les remplacer. Vous n'avez pas à avoir peur de cela. Et nous avons par ailleurs un programme en vue pour le recrutement d'une nouvelle vague d'enseignants du supérieur. Et il y a pourtant une fuite, vous avez répondu à la question sur notre plateau, une fuite de jeunes docteurs, de jeunes universitaires vers des pays voisins, par exemple. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a plus de place pour eux? Non. Ou bien c'est toujours... Non, je n'appellerais pas ça fuite. Regardez, nous avons fait des démarches préalables allant dans le sens de la constitution d'une base de données d'aspirants au métier de l'enseignant du supérieur. Dans cette base, vous avez grosso modo 3000 et quelques de nos concitoyens. Nous avons envisagé, planifié des recrutements sur les années à venir pour l'ordre de 1700. Et dans la première vague devrait concerner quelques centaines de personnes. Déjà, vous constaterez que dans la base de données,
l'existant surpasse les besoins exprimés à moyen terme. Donc, qu'il y ait des gens dans cette base qui, parce qu'ils ont trouvé du travail pour l'instant, ils ont trouvé mieux, je dirais, qu'ils y aillent, de notre position, nous ne pouvons pas les empêcher. Nous voulons le meilleur pour nos concitoyens. Si nous avons déjà lancé des concours ici et qu'ils avaient participé et sont reçus, on serait frustré de les voir vouloir partir. Mais ce n'est pas encore le cas. J'ai dit que même quand ils sont partis, ils ont dû signer un contrat. Un contrat, il y a des clauses qui indiquent les responsabilités de chacune des parties. Dans quelles conditions le contrat arrive à terme, de façon normale ou de façon anticipée. Si demain donc, nous lançons les recrutements ici et que ces concitoyens envisagent de revenir servir chez eux, ils prennent part à la compétition comme les autres. Ceux d'entre eux qui réussiraient, personne ne leur refuserait de renoncer au poste qu'ils ont ailleurs et de venir servir le pays. Et, monsieur le porte-parole du gouvernement, justement, en ce qui concerne les universitaires, j'ai remarqué que les cardiologues que nous formons sont tous tournés vers l'extérieur et que le récent recrutement pour le cardiologue pour le service public, personne n'a candidaté. Comment cela s'explique? De plus en plus, le cardiologue que nous formons, on le regarde tourner vers l'extérieur. Et dans le cadre des semaines scientifiques, n'est-ce pas, de la faculté des sciences de la santé, j'ai dû poser la question, n'est-ce pas, aux professionnels, mais pratiquement ils ont esquivé la question. Pourquoi? Est-ce que vous êtes au courant que on a organisé des concours pour recruter des cardiologues pour le Bénin et qu'on n'a pas eu de candidature? Déjà, être cardiologue, c'est être spécialiste et c'est une spécialité pointue. Vous avez remarqué l'intérêt du gouvernement pour cette spécialité au cours des années écoulées, avec la possibilité désormais au Bénin de faire même de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Parce que nous voulons donner la main à nos professionnels, à nos spécialistes, comme dans d'autres secteurs. Là, par exemple, imaginez que sur les 2 ou 3 missions qui ont été effectuées, on a pris en charge plusieurs centaines de nos concitoyens qui peut-être n'auraient pas eu les moyens d'aller se faire opérer à l'étranger. Et le pire aurait pu arriver. Mais là, on leur donne la possibilité sur place de se faire traiter à la charge du gouvernement. C'est une forme d'évacuation, mais en même temps, doubler du partage d'expérience pour permettre à nos professionnels, eux, de voir faire, d'affiner leurs propres pratiques, d'apprendre de leurs aînés, des gens qui sont rompus à l'exercice. Donc, il y a un intérêt manifeste pour cela. Et moi, je n'ai pas noté, vous avez peut-être des informations que je n'ai pas noté, et je n'ai pas entendu le ministre de la Santé dire que nous avons des cardiologues qui s'exodent pour aller voir si ailleurs il y a mieux. Mais à supposer même que cela ait été le cas jusqu'à récemment, l'intérêt que le gouvernement montre aujourd'hui à tous les secteurs vitaux de notre pays, et particulièrement au secteur de la santé, plus particulièrement encore à la spécialité de la cardiologie, devrait être de nature à rassurer ses concitoyens de ce que leur expertise est recherchée ici, leur présence nous est utile, les conditions se créent pour qu'ils puissent exercer leur art au service de nos concitoyens et pourquoi pas d'étrangers qui pourraient venir ici. On a mis en place le pôle d'excellence au CNHU en cardiologie interventionnelle. Le CHIC à Bomé-Calavi va en disposer et donc vous voyez, on aura demain un mixte de praticiens béninois et d'experts venus d'ailleurs, du continent ou d'Europe ou d'Amérique, parce que rappelez-vous que dans le cadre de du recrutement pour constituer le personnel devant servir au CHIC, on a ouvert à toutes les compétences. Donc, on aura un mix qui fera que la pratique quotidienne, la confrontation avec des gens venus d'ailleurs va également bonifier le profil des nôtres et dans quelques années, moi je suis convaincu que les meilleurs ils seront ici. S'ils ne le sont déjà. On voit le gouvernement, c'est à son honneur, à son actif, intensifier les moyens pour développer le plateau technique médical à l'intérieur du pays, l'offre médicale, élever les standards, soit ou chiche. Après, pour rendre l'écosystème attractif et maintenir l'expertise nationale, il faudrait aussi peut-être penser à améliorer les traitements, disons les choses. On vous a devancé, M. Sonovo. On vous a devancé. Le gouvernement a travaillé sur cette question d'arrache-pied. Vous avez vu l'ARS, par exemple, l'autorité de régulation du secteur de la santé, rencontrer les jeunes médecins
pour leur dire la politique qui se met en place, parce que le président de la République, en premier, a fait le constat, a organisé des réunions, des séminaires, des rencontres techniques pour voir tous les contours. Si demain, on veut avoir nos médecins ici pour s'occuper de la santé de nos concitoyens, on s'est bien rendu compte qu'il fallait leur faire une situation plus ou moins attractive, en tout cas rassurante pour eux. Parce qu'on connaît l'appétence de certains autres pays pour nos cadres, particulièrement nos médecins. Donc, il y a une politique qui se met en place spécifiquement pour adresser la question des médecins. Et l'ARS est à pied d'œuvre pour les sensibiliser. Une fois que tout cela est fignolé, moi, je suis convaincu qu'ils vont avoir des offres pour ailleurs, mais ils vous diront on préfère rester au Bénin. Par ailleurs, parce que quoi? En dehors de ce qui existe déjà et du renforcement des plateaux techniques, nous avons le CHIC, que d'autres nous envient. Et le CHIC, c'est un niveau pointu d'équipement où vous pouvez exercer à votre aise votre art en étant sûr, a priori, des résultats que vous allez avoir. Donc, à partir de ce moment-là, l'intérêt sera plus grand pour nos médecins d'être ici et de servir le pays, de servir nos concitoyens. OK. Et, monsieur le porte-parole du gouvernement, j'ai fait ce constat. Je ne sais pas si mon confrère Odias Nouveau de la SRTB a fait aussi ce constat. On constate de plus en plus qu'à chaque conseil des ministres, il y a des nominations de jeunes. En tout cas, j'ai dénombré une vitesse de nomination de 5 jeunes environ par conseil des ministres. Pourquoi ce regain d'intérêt pour cette classe de notre population, pour ces jeunes? Est-ce que cela est en lien avec les échéances futures? J'espère que ces jeunes ne vous ont pas dit qu'ils se plaignent d'être promus et que vous ne vous plaignez pas non plus de cela. Parce que vous êtes un certain nombre à souhaiter, et nous tous d'ailleurs, à la fin, à souhaiter qu'on donne de plus en plus de la place aux jeunes, leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs compétences au service du pays. Et c'est le leitmotiv du président de la République depuis 2016. Faites le point vous-même, déjà au niveau du gouvernement et puis au niveau de diverses structures. Vous allez voir qu'il travaille à un renouvellement du personnel politique, donc, et aussi à un positionnement des jeunes compétents, qu'ils soient ici ou qu'ils viennent d'ailleurs, mais des jeunes compétents. Et maintenant, vous observez, parce que ça, c'est ce qu'on considère comme des nominations politiques, vous observez qu'il y a cette tendance à nommer beaucoup de jeunes. Ben, c'est tant mieux. Moi, aucun d'eux ne m'a appelé pour dire qu'il n'était pas satisfait de n'avoir pas été promu. Au contraire, quand vous descendez dans le pays, partout où vous faites l'exercice d'aller au corps à corps avec les populations, et moi, j'en ai eu encore la preuve la semaine dernière seulement, à Banté. Partout, ils vous disent, on veut qu'il y ait plus de nominations de fils ressortissants de notre commune, parfois même de notre village, de notre département. Dans cette dynamique-là, quand ces nominations interviennent, je crois que ces personnes ne s'en plaignent pas du tout et c'est de bon augure pour la jeunesse et pour la relève. Ceux qui peut-être à compétence égale sont laissés en rade ou n'ont pas été remarqués pourraient vous faire le reproche peut-être d'avoir des sympathisants, des partis siamois pro-présidentiels dans les bonnes grâces. Je ne vois pas le rapport. Regardez, pour évoquer les nominations les plus récentes, celle de mercredi dernier, il y a un de vos confrères qui a été nommé. Personne ne lui connaissait de sympathie pour le pouvoir. Personne. Il a été nommé. Vous avez suivi, non? C'est un exemple si exceptionnel, singulier non, je vous donne cet exemple. C'est pour vous dire que parfois, il n'y a que le profil qui justifie la nomination. Mais parfois aussi, et c'est logique en politique, c'est l'engagement. Le soutien que vous ne demandez pas à un chef d'État qui est élu de laisser tous ses partenaires d'aller chercher que des militants de l'opposition pour les nommer, par exemple. Donc, c'est plutôt logique et légitime. Et c'est ça qui encourage les militants aussi à savoir que quand ils se battent pour l'avènement d'un pouvoir, d'un régime, ils ont de la place lorsqu'ils remplissent les conditions pour être un jour appelés en responsabilité. Et moi, je sais vous dire combien les attentes dans les rangs des militants du président de la République et des partis qui le soutiennent, combien les attentes sont
énorme par rapport au choix que le président de la République a fait de donner l'avantage à la construction de l'État, de la nation, plutôt que d'entrer dans une course effrénée à la politique politicienne. Il vous souviendra, M. Sounouvou, M. Huimbo, que nous avons connu ici, même dans ce pays, un président de la République qui, en 10 ans, a nommé à peu près 165 ministres. Faites le point, durée de vie en poste et dites-moi quel résultat vous attendez de ces ministres. Vous prenez une entité comme le port, 10 DG en 10 ans, moyenne de vie 1 an, pour ne pas dire 9 mois. Quel est le résultat que vous attendez de quelqu'un comme ça? Vous pouvez prendre diverses autres entités et vous allez voir qu'à l'époque, nous étions plutôt dans une logique de récompense politique où tous les acteurs politiques, leurs partis, considèrent que quand ils ont réussi à obtenir une parcelle du pouvoir ou une entité à gérer, ils considèrent que c'est un retour sur investissement. On a soutenu un président, il nous a donné une direction, il nous a donné un poste de ministre. Le reste, on s'arrange pour le gérer comme si c'était notre affaire privée et satisfaire les nôtres. Or, depuis 2016, on essaye d'inverser la dynamique pour entrer dans une logique de construction de l'État. Quand on aura construit l'État suffisamment, peut-être que dans 10, 20, 30 ans, ceux qui viendront après nous auront tout loisir de faire à nouveau suffisamment de politique politicienne parce que l'État solide aurait été bâti et que les fondamentaux sont en place. À partir de ce moment, ils se disent, bon, nos devanciers, ils ont assez transpiré pour nous préparer le terrain. Maintenant, nous, on peut se permettre de jouer un peu, quitte à ce que ceux qui viennent après nous soient obligés de bosser encore plus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et in fine, moi, je crois que si on a la possibilité de donner davantage de place, de position à ses compatriotes, parce qu'ils en ont le profil et parce qu'ils le méritent, on ne va pas s'en priver. Mais l'ADN du gouvernement Talon, c'est de primer d'abord la compétence, je présume. Et je viens de vous dire, on allie aussi bien la compétence que le mérite politique lorsque c'est nécessaire. Et s'il n'y a pas de mérite politique en jeu, on prive la compétence. Et c'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de votre confrère, à qui personne ne connaît de sympathie militante au profit de tel ou tel parti du président de la République. Mais parce que son profil intéressait pour la fonction, il a été identifié. Et d'autres comme ça existent dans le pays que vous connaissez très bien. Il y a aussi la rigueur morale, la rectitude morale. Absolument. Et je pense que l'éthique et tout. L'éthique et tout. Et Oziasounouvou, nous allons continuer toujours sur cette lancée et remarquer que les relations entre le Bénin et le Niger se normalisent, que le Niger a nommé un ambassadeur du Niger pour le Bénin très récemment. Est-ce qu'on peut dire, M. Wilfried Liangouedi, porte-parole du gouvernement, que la querelle est terminée? Du point de vue du Bénin, comme je vous ai toujours dit, il ne devrait pas y avoir de place pour les querelles entre nos deux pays, qui sont si liés par l'histoire, dont les peuples sont si proches et si liés. Ils ne devraient pas. Les circonstances nous ont amenés à cela. Mais toutes les sagesses africaines vous enseignent aussi que la langue et les dents sont appelées à cohabiter éternellement, mais il leur arrive de se chamailler, de se battre. Et cela n'enlève rien à leur fraternité ou au bon rapport de voisinage qu'elles doivent entretenir. Il en va ainsi également de nos États. Et le Bénin et le Niger sont condamnés par l'histoire, par la nature, à coopérer parce qu'ils sont frères. Donc, passer les moments de friction évidente, tout ce qui peut être fait ou a pu être fait, tout ce qui pourra être fait pour consolider la dynamique qui est en cours, le Bénin accomplira sa partition et le Bénin est certain que les autorités nigériennes sont également dans cette dynamique désormais et que petit à petit, à terme, nous arriverons à un niveau de normalisation appréciable pour nos deux pays et surtout pour nos deux peuples. En attendant, un autre signe très évident et manifeste, en fait, du dégel, l'ouverture de la frontière du côté du Niger, est-ce que des signes s'annoncent Et par rapport à la frontière, oui, ça je ne saurais vous dire actuellement. La seule chose que je sais vous dire, c'est que nous avons accompli tout ce que nous devions faire. Et nous avons bon espoir que de l'autre côté aussi, très bientôt, ce sera le cas. On croise les bateaux aussi, les bateaux chinois ont repris les chargements
Du pétrole nigérien. Du pétrole nigérien. Est-ce que du côté de l'économie, tout se fait dans les règles de l'art? Est-ce que par rapport à nos régies, toutes les parties s'acquittent de leurs obligations? Ben, vous imaginez bien que si ça a repris, c'est que ça se passe comme c'est prévu. Donc, toutes les parties jouant leur partition, du côté béninois comme du côté nigérien et même du côté chinois, à ce jour, je n'ai noté, je n'ai eu l'écho d'aucune friction, d'aucune situation qui serait de nature à nuire à la bonne économie de ce dossier. Donc, je crois que tout se passe comme il faut. C'est heureux de voir que le business a dicté sa logique à la politique et a amené à s'agir je ne sais pas comprendre de quoi vous parlez. En général, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Mais c'est tout simple. Le Niger a besoin de faire couler son pétrole par le port du Bénin. Et donc soit. Voilà, c'est... Et le port du Bénin est là, disponible. Et le business s'impose. Et le port du Bénin est disponible. Et les parties se sont entendues sur ce que chacune d'entre elles doit faire. N'oubliez pas que on est dans un dossier tripartite. Et si les trois ont réussi à mettre sur la table les dossiers et à discuter et à s'entendre sur ce que chacune doit faire pour que l'exécution du contrat se fasse convenablement, c'est tant mieux. Le chef de la diplomatie, le président de la République, le président Patrice Talon, c'est tout à son honneur que les choses se passent normalement et nous espérons que du côté de la frontière, que cela soit effectif, n'est-ce pas, cette réouverture, n'est-ce pas, des frontières pour que nos deux peuples puissent communiquer parce que nous avons tous soif d'aller à Niamey et que ceux de Niamey viennent à Cotonou. Et notre ambassadeur, il est toujours en poste à Niamey, monsieur le porte-parole du gouvernement. Mais vous savez que le Bénin a nommé un ambassadeur depuis un peu plus d'1 an. Les choses sont rentrées dans l'ordre puisqu'il a finalement été accrédité. Et là, mercredi dernier, le Conseil des ministres a, entre autres décisions, dont le compte-rendu n'a pas forcément fait cas, c'est que effectivement le Bénin a marqué son accord pour l'accréditation de l'ambassadeur nigérien près de notre pays. Et donc, à partir de ce moment-là, le reste serait les formalités administratives inhérentes afin que, dans quelque temps, il puisse mettre pied au Bénin. Une très bonne nouvelle aux Yassounou. Absolument, absolument. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, nous avions évoqué les points saillants de l'actualité nationale, mais quand on a la chance de recevoir le porte-parole du gouvernement sur un plateau qui a vocation que d'animer l'actualité politique, on ne peut pas s'empêcher de lui demander ce qu'il pense de rapprochement entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. On sait que c'est les responsables de ces deux partis étaient allés visiter, n'est-ce pas, le fonctionnement du Parti communiste chinois. Est-ce que ces petits rapprochements ne vont pas nous conduire vers un parti-État? D'abord, je suis sûr que ce ne sont pas seulement les responsables de ces deux partis qui ont fait le déplacement en Chine. Et vous avez bien vu d'autres partis politiques aller ailleurs ou même aller en Chine. Après, sur le rapprochement dont vous parlez, je ne peux pas émettre d'opinion là-dessus parce que je crois que le président Diogbenou, le président Abdoulaye Biotchane et leurs collaborateurs immédiats sont encore les mieux placés pour vous dire quel est le contenu de l'accord, quels en sont les tenants et les aboutissants. Moi, je constate comme vous de la presse, vous nous avez informés, donc j'ai découvert comme vous, mais je considère que pour l'action du gouvernement, c'est une bonne chose que les deux principaux partis qui le soutiennent, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, puissent avoir une passerelle qui leur permette d'échanger en temps réel et d'envisager une coopération efficace et durable, pourquoi pas. Plusieurs semaines après l'affaire de la tentative de coup d'État, les deux partis ainsi que les militants multiplient des marches de soutien, si ce n'est s'associer à des moments de piété, de prière pour la paix, pour la pacification des esprits. Mais enfin, le chef d'État arrivé au pouvoir avait annoncé que enfin, ces marches de soutien, il n'en avait cure. Pourquoi ça se multiplie? Et qui plus, en termes de timing, plusieurs semaines après, ils auraient pu, juste au lendemain de l'affaire monter au créneau, s'exprimer. Ben, je vous fais la même réponse que tout à l'heure.
Et les responsables de ces partis sauront vous dire pourquoi, dans leur stratégie, par rapport à un tel sujet, ils font ainsi. Ce que j'observe, et pour lequel vous devez nous rendre justice, c'est que le gouvernement n'a entrepris aucun mouvement, organisé aucune marche, suscité de la part de quelque soutien que ce soit, une activité pour agir, parce que nous considérons que c'est un dossier qui est en justice. La justice fera son travail. Nous sommes des démocrates et nous faisons confiance à la justice pour dire ce qu'il en est, situer les responsabilités, le cas échéant, des uns et des autres. J'ai dit à vos confrères que parler d'un tel sujet, pour moi, personnellement, et pour le président de la République, comme pour l'ensemble du gouvernement, je suis convaincu, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Et il n'y a pas lieu pour nous, en tout cas, de faire quoi que ce soit en attendant que le dossier soit vidé en justice. En fait, ces réactions que moi je considère comme, enfin, quand on regarde le timing tardive, c'est comme pour se rattraper par rapport à l'expression d'un soutien au chef de l'État dans une pareille situation. Est-ce que c'est nécessaire en vérité? Je n'ai pas de commentaire là-dessus. J'ai pas de commentaire là-dessus parce que, encore une fois, je crois que ces partis ont décidé souverainement de ce qu'ils ont à faire face à une situation donnée. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Mais en revanche, si vous n'avez pas de commentaire à faire, vous avez sans doute un commentaire à faire sur la sortie du président du parti Restaurer l'Espoir qui, depuis un certain temps, monte au créneau pour accuser le gouvernement de distraire le peuple par tout ce qui se passe par rapport à l'actualité. Vous avez un commentaire particulier à faire? Est-ce que vraiment vous avez du temps pour la distraction du pays? Surtout par rapport aux doutes évoqués par le président de ce parti, Restaurer l'Espoir sur la tentative présumée de coup d'État. Je n'ai pas souvenance que dans le point fait récemment par le ministère de l'Intérieur, il y ait un parti enregistré qui s'appelle Restaurer l'Espoir. Je n'en ai pas souvenance. Et je voudrais qu'on parle de choses évidentes. Maintenant, si vous me parlez de notre grand frère, notre aîné, M. Azanaï, que nous connaissons tous et que nous respectons pour le parcours respectable qu'il a eu, si vous me parlez de sa sortie, je vous dirais, comme j'ai pu dire tout à l'heure, à mon avis, et c'est pas des sujets avec lesquels on joue. On nous demande pas de venir faire de la dissertation française ou philosophique autour, et s'il y a un tel sujet qui se trouve aux mains de la justice, tout démocrate, tout responsable, à mon avis, devrait se garder de jugement de valeur et attendre que la justice vide le dossier. Demain, la justice pourra dire « Ah, il y a matière à condamner, il y a matière à ne pas condamner, et à l'arrivée, nous prendrons tous acte de ce qui aura été fait. » C'est une réponse de grande sagesse. Et l'actualité, aux Ouziassounvou, c'est aussi l'interpellation de notre concitoyen, Kémy Séba, dont on dit qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, dont on dit qu'on aurait retrouvé, je mets ça au conditionnel, dans son passeport, entre autres, dans ses effets, entre autres, passeport français. Est-ce que cette situation ne mérite pas que le porte-parole du gouvernement nous dise ce qu'il en pense, puisqu'il reste au-delà de tout béninois? Est-ce que la situation réjouit particulièrement la partie béninoise, le gouvernement dont vous êtes le porte-parole, tant est-il vrai que ce contenteur, ce détracteur de l'action talonique ou talonesque ne rate aucune occasion pour vous fustiger, y compris, quand je dis vous, je parle du gouvernement, y compris votre propre personne. Vous brûlez de le voir peut-être derrière les barreaux au Bénin s'il est expulsé de la France? Bon, moi, si c'est moi à titre personnel, il a déjà dit que je suis son antibiotique, non? Bon, mais je suis flatté parce que l'antibiotique, si vous êtes malade et qu'on vous prescrit de l'antibiotique, c'est pour guérir. Donc je suis flatté si je peux aider à guérir quelqu'un. Bon, surtout de son activisme anti-talonique. Je suis flatté si je peux aider en tant qu'antibiotique à guérir quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, pour faire plus sérieux, M. Kapochichi, c'est notre concitoyen. C'est un Béninois. Et on ne peut pas être particulièrement heureux qu'un Béninois ait maille à partir avec la justice d'un autre pays. Nous avons appris sur les réseaux sociaux comme vous,
et nous avons été préoccupés. En attendant d'en savoir davantage, et puis au fil des jours, il fuitait sur les réseaux les raisons de son interpellation et nous nous demandions comment ça allait se passer. Donc à l'arrivée, on a vu qu'il a été relâché. Les enquêtes se poursuivent, on dit les autorités judiciaires françaises. Nous observons. S'il avait eu besoin, c'est-à-dire que dans l'évolution de la procédure, s'il avait eu besoin de la protection, de l'intervention agissante du Bénin, nous ne nous en serions pas privés, parce que c'est un Béninois, et que les querelles politiciennes ou les divergences de vues ne peuvent pas altérer la détermination du gouvernement à défendre les intérêts de ses enfants où qu'ils se trouvent. Figurez-vous que si par exemple un Béninois, et n'importe lequel, allait malheureusement commettre une infraction, un crime à l'étranger et réussissait à rentrer au pays avant, et que cela ne soit sûr et qu'on le recherche, et qu'il s'agisse de M. Kapochichi ou d'un autre, on ne l'aurait pas extradé. Parce que par principe, le Bénin n'extrade pas ses ressortissants. S'ils ont commis des crimes à l'étranger, on peut organiser leur procès chez nous et les juger pour cela. Donc, on n'a pas à être particulièrement heureux, comme vous pouvez le penser, que M. Kapochichi ou quelqu'un d'autre ait maille à partir avec la justice de notre pays. Après, nous demandons toujours à nos concitoyens, et fort heureusement, c'est le cas dans pratiquement tous les pays où les Béninois sont. En général, les Béninois, ils sont respectueux des tests. C'est des gens sans histoire en général. Vous avez des pays où certaines communautés, les ressortissants de certains pays sont catalogués parce que, a priori, on pense qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Mais les Béninois en général, ils causent de tort à personne. Il peut y avoir quelques rares cas, mais si on veut parler de façon globale, la communauté béninoise à l'étranger, c'est une communauté exemplaire et ça, c'est ce à quoi le gouvernement a toujours engagé nos compatriotes. Quand vous êtes dans un pays, respectez les règles, les lois de ces pays-là. Comportez-vous en citoyen, des ressortissants d'un pays respectable et faites en sorte de vous faire respecter par le respect que vous donnez aux autres aussi. Vous avez exprimé il y a un instant l'intention potentielle de lui porter le secours, l'assistance du gouvernement s'il en formulait la requête. Si les circonstances avaient nécessité cela. Oui, c'est ça, si lui-même en formulait éventuellement la requête. Mais est-ce à dire que son activisme qui dévoile l'image du gouvernement ne vous gêne point, ou c'est plutôt, comme on le dit, pardon pour l'expression, l'idiot utile qui, par son activisme anti-talonique, apporterait une certaine caution démocratique au gouvernement? C'est deux sujets différents. Et personne n'a besoin de ce que fait M. Kapochichi pour montrer que le Bénin est un pays démocratique. Non, on n'en a pas besoin. Et c'est deux situations différentes. Qu'ils commettent des infractions au Bénin, qu'ils commettent des infractions contre le Bénin ou contre des dirigeants béninois, c'est un fait. En temps de besoin, il pourra être interpellé, la justice pourra lui demander des comptes. Mais ici, c'est un Béninois qui se trouve à l'étranger et qui a pu avoir des ennuis avec la justice ou la police étrangère. Donc, j'explique de façon générale ce qu'il se passe dans ces conditions-là. Et je dis que dans le cas d'espèce, si la situation avait évolué de façon que M. Kapochichi eut besoin de l'assistance de son pays, nous ne nous en serions pas privés parce que c'est un Béninois et nous avons les mêmes devoirs envers lui qu'envers n'importe lequel de nos concitoyens. Il peut rentrer au pays. Au Bénin? Au Bénin. Vous connaissez une mesure qui l'empêche d'être au Bénin? Je ne sache pas qu'il y ait une officiellement, non, on ne sait pas. Je ne sache pas, à l'heure où je vous parle, qu'il y ait une procédure contre lui ou qu'il y ait une fatwa lancée contre lui pour l'empêcher d'être au Bénin. S'il veut rentrer au Bénin, le premier avion à destination de Cotonou, il lui est loisible de monter à bord et de venir au Bénin. Ou bien vous me cachez des choses. Non, c'est votre sympathie affichée à son égard qui nous paraît un peu bizarre. Mais c'est un concitoyen, c'est un Béninois. Parce qu'il n'est pas du tout amène. Oui, on n'est pas tenu d'être pareil. Nous avons le même respect pour tous nos concitoyens, quelles que soient leurs conditions de vie,
quelle que soit leur opinion de ce que nous faisons, et je considère que M. Kapo-Chichi, il exprime ses opinions, ça c'est un fait, qu'il aille loin, qu'il aille jusqu'à commettre des infractions, c'est un autre fait, et en temps de besoin, la justice pourra lui demander des comptes. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est rassurant, vos assurances que vous donnez par rapport au respect de ses opinions et son activisme politique. De toute façon, le Bénin est en démocratie depuis 90. Hein. La pluralité est un fait, mais que l'intéressé n'arrive pas depuis un certain moment au pays, ça nous paraît un peu... Mais vous lui posez la question. Il a un passeport béninois, non? Oui. Il a un passeport nigérien aussi, ai-je appris. Et vous avez évoqué même tout à l'heure la possibilité qu'il ait eu sur lui un passeport français. Bon, ça, j'ai du mal. Dit-on. J'ai du mal à y croire. Je vais dire que j'espère que ça n'est pas vrai. J'espère que ça n'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, ce serait dommage pour ceux qui naïvement avalent ce qu'il dit et en font leur modèle. Parce qu'on a vu quand même la scène où il prétendait avoir déchiré le passeport français. Donc, c'est pour ça que je dis que j'espère que ça n'est pas vrai. Parce que si malgré cette scène-là, il y avait un passeport français dans son sac, franchement, je dirais que à ceux qui en font un modèle, ils en sont pour leur naïveté. Parlant de sympathie, bon, pas sympathie, c'est moi qui force un peu les traits, pour vos contenteurs ou voilà le respect de leur posture d'opposition, il se susurre dans l'opinion que celui qui est désigné comme l'auteur de la tentative de coup d'État, Olivier Boko pour ne pas le nommer, aurait entretenu ou entretiendrait des acteurs de l'opposition à coup de financement. Vous dites celui qui est désigné comme l'auteur de la tentative de coup d'État. Sauf à ne pas... l'une des personnes impliquées. Sauf à ne pas avoir les mêmes informations que vous. Moi, je n'ai pas encore entendu le procureur de la République, le procureur spécial, près la Criette, dire exactement ce que vous avez dit. Je sais qu'il y a une procédure qui est ouverte, dans laquelle certaines personnes sont mises en cause. Et il me semble que les enquêtes se mènent en ce moment pour aboutir, le cas échéant, à un procès qui situera les responsabilités. Donc, moi, je n'émettrai pas de jugement de valeur sur qui a commandité, qui a fait quoi, n'étant pas par ailleurs dans le secret de l'instruction. Maintenant, vous évoquez l'Assemblée nationale. Je ne suis pas au courant de ce dont vous parlez et je crois que l'Assemblée nationale ou les députés en question seraient mieux placés pour vous dire ce qu'il en est. Votre opinion personnelle par rapport à ces états de choses? Ça ne compte pas. Et je n'ai pas à avoir d'opinion sur un sujet que je ne connais pas. Vous ne maîtrisez pas. Je ne le connais pas. Vous venez de m'informer de quelque chose et je n'ai pas d'opinion. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous l'avez lu quand même dans la presse? J'ai vu sur les réseaux et vous m'interrogez. Je n'ai pas de preuves. En tout cas, la preuve est la rançon du droit, dit-on. Si vous n'avez pas les c'est des hearings. Et voilà. Et si vous n'avez pas de preuves, évitez d'avancer. Et certaines choses, nous sommes... Pour ne pas avoir à en répondre, voilà, à assumer vos responsabilités. Voilà. Parce que la liberté d'expression, c'est certes le droit de dire, de professer tout ce que l'on veut, mais c'est surtout le devoir d'en assumer les conséquences à défaut de les prouver. Voilà. Nous tendons, je dis bien, nous tendons vers la fin de cet entretien. Et comme c'est nous qui vous accueillons, monsieur le porte-parole du gouvernement, nous avons coutume d'offrir à notre hôte un dessin de presse. Et vous concernant particulièrement, nous avons un de nos collègues, Dossou Pitimé, qui est un dessinateur de presse, qui après nous avons observé pendant des années et a décidé, n'est-ce pas, de vous offrir par l'entremise de TVC Bénin un dessin de presse qui est votre portrait. Et ce portrait, je vous prie de le visualiser au niveau de notre écran témoin. Voilà, c'est ça, compte rendu du Conseil des ministres, c'est bien sûr cela. Ce portrait vous sera remis. Je pense que la version RAD est à la salle de dédicace. Vous allez nous dédicacer, c'est en double exemplaire. Vous allez nous dédicacer un.
Voilà, bientôt, voilà. Vous voyez bien, c'est le porte-parole du gouvernement. C'est flatteur, monsieur. Ça vous rajeunit. Je ne savais pas que j'étais aussi beau. Merci beaucoup, Odia Sounouvou, pour cet entretien que nous avions co-officié et qui a reçu le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeyi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au terme de cet entretien avec le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement sur l'actualité nationale. Vous l'avez écouté, vous l'avez entendu, le gouvernement met les bouchées doubles pour que le ballon soit de retour sur la pelouse du stade de l'Amitié, car le football nous rassemble et la jeunesse n'a jamais cessé d'être au cœur des préoccupations du président de la République. L'État s'emploie à assurer l'éducation pour tous les enfants du Bénin sur toute l'étendue du territoire national sans exception aucune. L'aménagement du territoire se poursuit avec ordre et méthode et cœur. Les sinistrés de la rue 12589 à Fujose vont bénéficier de l'accompagnement social qui leur sied. Preuve s'il en est encore que le gouvernement aime aussi bien le Bénin que les Béninois. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt. Keep in touch. Gardons le contact.